Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux à cette deuxième édition de la conférence annuelle justement de l'association Boval Nature. Ça va être l'occasion pour nous de faire un petit point sur les événements, sur le déroulé des actions justement de l'association au long de l'année 2024, mais aussi le début de l'année 2025. Donc on aura différents intervenants pour parler un petit peu de tout ça et qui sauront vous en parler bien mieux que moi. Une conférence donc qui est orientée autour d'une question ce soir, à savoir comment cohabiter avec le vivant. Au jour le jour, ici à Beauval, on parle justement à nos visiteurs des différentes causes de disparition de la biodiversité. Les majeures qui reviennent régulièrement, ça va être le braconnage, donc que ce soit pour la revente de produits issus de l'abattage de l'animal ou de l'animal encore vivant en lui-même. On va avoir aussi l'introduction d'espèces invasives qui font de la compétition avec les espèces en place. Et on a aussi la destruction de l'habitat. Ce qui rejoint donc cette question-là. À savoir, est-ce que nos activités, est-ce que nos installations, à nous humains, peuvent cohabiter justement avec des espèces en place? Est-ce qu'on peut justement réaliser nos activités quotidiennes sans empiéter sur la biodiversité locale? Et ce, quel que soit l'emplacement dans le monde. On peut voir en France la difficulté qu'on a parfois à cohabiter avec les prédateurs locaux, loups, ours, etc. Les mêmes problématiques se posent quand il s'agit de lions en Afrique, de tigres en Asie, etc. Justement, pour illustrer nos propos, on peut se poser la question quant à l'histoire du zooparc de Beauval. Pour ceux qui ne connaissent pas l'historique, et pour faire bref, tout a commencé en 1980 avec l'ouverture du parc ornithologique de Françoise Delors. Et dès lors, la question justement de la cohabitation était déjà posée, en tout cas dans l'esprit de Françoise. Donc même avant la fondation de l'association Boval Nature, qui a eu lieu en 2009, il y avait déjà ces idées de cohabitation, ces idées d'interaction avec différents pays. C'est parce qu'on va certes protéger les animaux qui vivent dans le parc, mais encore faut-il se demander comment protéger l'espèce dans son milieu naturel. Donc comme vous pouvez le voir, plusieurs programmes ont pu s'appliquer dans la nature. Vous pouvez voir notamment notre président Rodolphe Delors qui est intervenu sur différents terrains, différents employés justement de l'association, comme par exemple à Djibouti pour le programme PICODE, qui a pu permettre de la réimplantation de certaines espèces qui avaient disparu de ce territoire, ou encore au Congo dans le cadre du programme Help Congo, complètement repris justement par l'association Boval Nature, et donc tout ça avec justement l'idée de cette cohabitation. Et donc tout ça, ça va rentrer dans le rôle des parcs zoologiques actuels. Dans les années 80, donc quand le parc a ouvert, ce n'était pas forcément une priorité pour un parc zoologique. Un parc qui se souciait surtout du bien-être de ses animaux, de leur accueil et de l'accueil du public. Aujourd'hui, on aura ces trois missions illustrées ici qui vont être au cœur justement de l'activité d'un parc zoologique, à savoir la conservation, préserver des espèces menacées, les encourager à se reproduire, si possible, envisager de la réintroduction, ce qui va permettre les deux autres missions que vous voyez associées. La recherche qui sera menée sur ces animaux, beaucoup plus simple en parc zoologique que dans la nature, permet de mieux les connaître. Et tout cela nous permettra de mieux les conserver en échange. Et grâce à toutes ces connaissances accumulées, on peut beaucoup plus facilement éduquer notre public, éduquer aussi les populations locales dont je parlais, sur les différents théâtres d'activité, là où va intervenir justement l'association et les autres intervenants. D'où le petit cercle vertueux que vous voyez à côté. Mieux on connaîtra nos animaux, mieux on pourra justement les comprendre, comprendre leurs besoins, comprendre les problématiques sur le terrain, et bien entendu, mieux protéger ces espèces. Alors pour faire un petit résumé très rapide, pour vous donner une idée justement des fonds qui sont soulevés à des fins de conservation, donc on va travailler avec différents acteurs. À l'échelle du monde, la OASA, l'Organisation mondiale des eaux et des aquariums, va permettre notamment de mobiliser jusqu'à 350 millions de dollars. Si on descend à l'échelle européenne avec l'EASA, Association européenne des eaux et aquariums, on tombe à 16 millions d'euros. Avec la France et notamment l'AFDPZ, Association française des parcs zoologiques, on est à 5 millions d'euros. Et l'association Boval Nature peut se vanter de mobiliser pas moins de 2,4 millions d'euros. Donc si on fait un petit calcul rapide, l'association Boval Nature mobilise pas moins de, quasiment la moitié des fonds mobilisés en France. Pour l'Europe, ça fait presque 1/6. Je vous épargne le calcul pour l'Europe et pour le monde, mais on a atteint un pourcentage qui est en tout cas pas négligeable. Malheureusement, l'argent reste le nerf de la guerre. Sans ça, on ne peut pas financer tout ce qui est programme de conservation et de recherche, notamment dans le milieu naturel.
pour vous parler de tout ça. Donc nous aurons d'abord Baptiste Mulot, qui pourra vous parler justement des actions de l'association au cours de l'année écoulée. On aura donc Gilles Morer, chercheur, qui va nous parler essentiellement des éléphants, notamment au Myanmar, si je ne me trompe pas de localisation. Et enfin Gabriel Michelin, chargé de mission conservation, qui lui nous parlera d'amphibiens fort sympathiques, notamment le pélobat brun. Donc merci beaucoup, merci à vous d'être là ce soir. On est vraiment heureux de vous avoir. Comme cela vient d'être dit, en fait, c'est la 2e édition. On aimerait instaurer ça comme un rituel tous les ans au mois de septembre, avoir un événement, une conférence qui est vraiment dédiée à Beauval Nature, qu'est-ce qui s'est passé l'année précédente et qu'est-ce qui est fait par nos équipes. Comme vous le savez, il y a 2 grands rôles au sein de Beauval Nature. On a le rôle historique qui était un rôle de redistributeur, on collectait de l'argent aussi bien du Zooparc de Beauval que d'autres entités pour leur distribuer à des associations, des ONG sur le terrain, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, puis en Europe aussi, un peu en France. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir aussi des programmes propres en parallèle. Et donc c'est l'idée de cette conférence de rentrée, c'est de vous parler justement de ces programmes propres. Ça va m'aider. De vous parler de ces programmes propres que Beauval Nature en fait mène. Et donc voilà, donc l'idée c'est de vous faire, je vais être assez rapide, 15 petites minutes, je vous fais une petite présentation de l'année 2024, début 2025, et puis après je laisserai Gilles et Gabriel en fait vous parler des programmes sur le terrain avec les animaux. Je trouvais que c'était important de vous présenter ça. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'association Beauval Nature, mais vous allez retrouver ici en fait les membres de l'Assemblée Générale et les membres du Conseil d'administration de Beauval Nature. Ce sont des gens avec des parcours très différents et c'est aussi c'est ça qui est important dans les décisions qui sont prises. Alors dans le conseil d'administration, vous reconnaîtrez bien évidemment Rodolphe Delors, Delphine Delors et Sophie Delors. C'est une association qui a été créée par Françoise Delors pour la biodiversité. Ses enfants et sa belle-fille en fait sont au conseil d'administration. Vous verrez donc Laure, Sylvie et Cécile qui est dans la salle avec nous ce soir justement. On a la chance d'avoir une des administratrices. Et dans les membres en fait de l'AG, eh ben, ce sont des gens avec des parcours très différents. Il y a aussi bien Marc par exemple qui lui mène un programme de conservation des orang-outans en Malaisie. Vous avez Koen Brouwer qui est quelqu'un qui a travaillé dans un certain nombre de zoos au niveau européen, qui fait du conseil, qui fait du consulting, qui a une grande expérience aussi des programmes d'élevage justement et donc du lien avec les programmes de conservation. Vous avez Laurence qui est avec nous ce soir aussi et qui elle a un parcours d'enseignante et qui apporte un regard extérieur aussi et sur toute la partie éducation qui est aussi importante dans les missions qu'on a. Jacques est enseignant chercheur dans une école vétérinaire. Dominique est producteur en fait et a une société en fait qui fait essentiellement du documentaire et qui a fait entre autres avec nous un certain nombre de documentaires animaliers. Marie, elle a travaillé en fait dans des grosses sociétés au niveau français, mais elle a son cœur qui a basculé il y a quelques années maintenant pour Help Congo, et donc c'est une fervente on va dire amie, et elle est investie dans le programme Help Congo. Alain, lui, son cœur est à Djibouti, et donc c'est quelqu'un qui travaille surtout en consulting sur des programmes de conservation, mais dans cette partie de l'Afrique. Et Daniel, lui, il a un parcours au niveau de mairie, et il a travaillé au Zooparc de Beauval, et il amène aussi un regard un peu différent, aussi le regard un peu du comptable, etc., sur l'association. Donc comme vous voyez, c'est important parce que ce sont tous les gens qui vont prendre les décisions au quotidien de Beauval Nature. Et puis c'était aussi important de vous présenter les salariés de Beauval Nature, parce que comme vous voyez, il y a un certain nombre de salariés à Beauval Nature. Je ne vais pas tous vous les citer et faire tous les prénoms, mais ce que je voulais vous montrer, c'est aussi par les couleurs en fait. Il y a différentes couleurs, puisque tous ceux qui sont en vert, c'est ceux qui vont travailler dans le domaine de la conservation. Donc vous retrouvez Gabriel que vous allez voir tout à l'heure, et puis toute l'équipe du centre de soins. Ceux qui sont en jaune, c'est tous ceux qui vont être plutôt sur la partie recherche.
Et vous retrouvez Gilles que vous allez voir tout à l'heure, et puis des étudiants en thèse de doctorat. Et puis les 3 petites pastilles violettes, c'est la partie administrative, parce que forcément une association, il faut faire vivre cette association, c'est le quotidien, c'est la préparation des conseils d'administration, des assemblées générales, c'est toute la partie administrative et la comptabilité, et la communication, et la préparation d'événements comme celui-ci. Et justement, donc je reprends cette petite partie-là. Comme vous voyez, c'est important aussi pour nous de montrer ça. Le camembert, là, c'est le coût des salariés sur l'année. Et le petit camembert bleu, en fait, c'est la partie administrative. Donc c'est important que vous voyez que la grande partie de l'argent qui est récolté par Beauval Nature, qui est récolté soit via ce que donne le Zooparc de Beauval, soit via les parrainages, soit via les entreprises. L'essentiel, en fait, va vers les projets, même quand on parle des salariés, puisque toute la partie en verte, que ça aille du vert foncé au vert clair, c'est des gens qui sont sur le terrain à travailler tous les jours pour la conservation, pour la recherche, pour mieux connaître, pour mieux comprendre, pour mieux aider en fait la biodiversité. Un petit bilan sur le budget 2024. Parce que c'est important aussi, effectivement, tout à l'heure il a été dit, donc voilà, on a à peu près un budget autour de 2,4 millions, 2,5 millions. C'est un budget qui est conséquent, comme c'était dit, et c'est important pour nous. C'est un budget qui doit grossir encore, plus le budget va grossir, plus on pourra faire des missions sur les terrains, plus on pourra aider les programmes de conservation. Donc on vous remercie déjà tous d'être là, pour nous écouter, pour participer. Vous vous êtes tous inscrits à cette conférence, donc vous avez tous participé à Beauval Nature, et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à parler aux différentes personnes autour de vous, puisque bien évidemment le cœur de notre métier, c'est de faire le plus d'actions possible pour la biodiversité. Je vous disais donc voilà les chiffres clés, les rentrées, hein, c'est voilà, on est grâce à plus de 4000 parrainages, plus de 70 entreprises mécènes, c'est comme ça que le budget se fait. Et puis le Zooparc de Beauval qui reverse à minima 1% de son chiffre d'affaires. C'est bien plus que ça, parce que le 1%, et c'est la partie monétaire, mais on bénéficie aussi de tous les supports du Zooparc de Beauval. Et en l'occurrence, ce soir, vous avez vu qu'il y a une partie des équipes qui sont aussi les équipes du Zooparc de Beauval. Donc Beauval Nature ne pourrait pas fonctionner en tout cas, et ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait si on n'avait pas aussi l'aide de l'ensemble des équipes du Zooparc de Beauval. Quelles sont nos actions ? Alors, je vous ai remis là, je ne vais pas tout détailler, on en aurait pour... l'Assemblée Générale, en général, dure 4, 5, 6 heures où on va rentrer dans toutes les actions. Mais ce que j'ai remis là, surtout, c'est ce qui me paraissait important, c'est les quatre grandes actions côté Beauval Nature en interne. C'est HELP, qui a été évoqué tout à l'heure, donc HELP qui se situe au Congo-Brazzaville, avec un historique autour des chimpanzés, mais aujourd'hui un programme qui est beaucoup plus large que ça, qui travaille autour des chimpanzés, des éléphants, des panthères, des gorilles, des lamantins, parce qu'il y a un gros programme de recherche sur les lamantins, qui va travailler autour du recyclage du plastique, qui travaille autour de la reforestation, développement de l'apiculture, de l'artisanat, etc., en collaboration avec les communautés locales. Donc c'est un très gros programme pour nous, qui est très important, et on est vraiment heureux de ce programme-là. Il y a le centre de soins, dont je vais vous parler un tout petit peu après. Je vais rentrer dans les chiffres de l'année dernière. Et puis ça vous a été présenté justement l'année dernière par Océane en septembre. Pour ceux qui étaient déjà là, il y avait eu toute une session sur le centre de soins. Donc ça, c'est aussi le centre de soins faune sauvage, c'est aussi une des grosses activités. Il y a 2 grands programmes qui sont donc Elephantasia, que va vous présenter Gilles tout à l'heure. La partie biodiversité locale que va vous présenter Gabriel en partie tout à l'heure. Et puis surtout, je vous invite, il y a un QR code là, donc n'hésitez pas à scanner ce QR code. Il vous donne accès directement au rapport d'activité de l'association sur toute l'année 2024. Vous allez pouvoir rentrer dans le détail de tous les programmes avec lesquels on collabore, sur lesquels on travaille, tous les projets de recherche, tous les projets de conservation, etc. Si je reprends les chiffres du centre de soins, donc le centre de soins en 2024, c'est un peu plus de 2000 animaux qui ont été accueillis. Pour rappel, comme vous le voyez sur les tableaux, sur l'année 2023, c'était un peu plus de 1000 animaux qui ont été accueillis. On sait déjà que cette année, sur 2025, on sera à bien plus de 3000 animaux qui seront accueillis sur l'année. Vous voyez la répartition, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de mammifères, un petit peu de reptiles, un petit peu d'amphibiens. Et si vous voyez ce qui s'est passé pour ces animaux, voilà, on a un certain nombre qui est décédé,
quelques animaux qui ont été transférés ou qui étaient encore en soins à la fin de l'année, et puis 41% des animaux qui ont été relâchés. Et si on regarde de plus près ces chiffres, en fait, c'est 58% d'animaux qui ont été relâchés, sur lesquels des soins ont été démarrés. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est quand les animaux arrivent au centre de soins, ça arrive souvent qu'ils soient dans un mauvais état. Donc des fois, il y en a qui meurent sur le trajet, il y en a qui meurent au moment de l'arrivée, il y en a qui vont mourir dans les premières 24 heures. Et puis après, il y a tous les animaux sur lesquels, après examen par l'équipe vétérinaire, en fait, on se rend compte que c'est pas possible, on ne pourra pas les soigner, les soins ne pourront pas être faits. Et donc si on enlève tous ces animaux-là, sur tous les animaux sur lesquels des soins ont été démarrés, c'est 58% d'animaux de relâchés. C'est un chiffre qui est important. Les centres de soins en fonction, on va osciller entre 48 et 60% d'animaux relâchés. Donc là, en tout cas sur 2024, on ne va pas dire que c'est garanti tous les ans, mais sur 2024, on est plutôt dans la fourchette haute. Certains peuvent se dire que c'est pas beaucoup. 58%, ça veut dire qu'il y a quand même 42% qui n'ont pas été relâchés, donc qui n'ont pas survécu. On peut le voir comme ça. On peut aussi se dire qu'en fait, s'il n'y avait pas le centre de soins, c'est 58%, donc 58% de 2000 animaux, donc ça fait plus de 1000 animaux. C'est plus de 1000 animaux qui seraient restés et qui seraient morts sur place. Donc grâce au centre de soins Beauval Nature, l'année dernière, sur 2024, c'est plus de 1000 animaux qui ont été soignés, qui ont été sauvés, 1200 animaux même, qui ont été soignés, qui ont été sauvés et qui ont pu être relâchés dans le milieu naturel. Si on regarde un petit peu, il y a eu 120 espèces donc différentes qui ont été amenées au centre de soins. 70% de ces espèces sont des espèces qui sont protégées au niveau français. Donc c'est vraiment important et ça renforce encore le rôle en fait du centre de soins et la nécessité d'avoir ce centre-là. Et c'est 11 espèces en l'occurrence qui en plus font partie d'un plan national d'action. Donc ça veut dire qu'il y a une coordination, une animation au niveau national, voire des déclinaisons au niveau régional, parce que ce sont des espèces qui sont protégées, mais en plus on considère qu'il y a un enjeu fort, c'est des espèces patrimoniales, c'est des espèces qui sont potentiellement en voie de disparition, et donc il y a un vrai enjeu sur le soin de ces animaux-là, et donc c'est pour ça qu'il y a un plan national d'action. Donc comme vous pouvez voir, il y a les noms de ces espèces qui sont citées, Cystute d'Europe, le Milan royal, Pigargue à queue blanche, Pygrièche écorcheur, chez les chauves-souris sérotine commune, murin de Bernstein, noctule commune, noctule de Leisler, pipistrelle commune, pipistrelle de Natusius, et en mammifère, la loutre d'Europe. Et si on regarde le podium en fait des animaux les plus accueillis, on voit que le numéro 1 c'est l'hérisson d'Europe. Hein, ça représente un quart des entrées au centre de soins. Et après, en deuxième position, le pigeon ramier, et en troisième position, le martinet noir. Donc ça reste toujours, pour l'instant en tout cas, les grands gagnants du podium. Juste une petite carte pour vous montrer aussi la répartition en fait, et vous dire qu'on n'est pas tout seul. On est très heureux du rôle que joue le centre de soins Beauval Nature que vous pouvez retrouver ici. Mais c'est aussi une collaboration avec l'ensemble des centres de soins de la région centre. Et c'est grâce à ce réseau en fait, qu'on peut prendre en charge la faune sauvage et qu'on peut essayer de sauver des milliers d'animaux tous les ans. Malheureusement, faute de moyens, il y a des centres qui ferment, comme le centre Sauve-qui-Plume, qui va fermer à la fin de l'année et qui laisse des zones qui vont être un peu désertées. On parle de désert médical, mais il y a aussi des déserts de prise en charge de la faune sauvage. Et c'est important de parler du centre de soins. C'était aussi important d'en parler ce soir parce que la thématique ce soir, c'est la cohabitation avec le vivant. Gilles et Gabriel vont vous en parler. Mais si les centres de soins sont là, c'est parce qu'il y a aussi, en fait, il y a une très très grosse partie des animaux qui sont amenés en centre de soins qui sont là à cause de la présence de l'homme, la construction de routes, les vitres, etc., etc. Donc c'est la cohabitation avec l'homme qui fait qu'il y a besoin d'une prise en charge de cette faune sauvage par les centres de soins. Juste un petit rappel pour tout le monde, ça a été présenté l'année dernière, mais je le remets là au cas où. Le centre de soins fonctionne avec des salariés, mais fonctionne aussi avec des services civiques, fonctionne avec des éco-volontaires et fonctionne surtout avec le bénévolat. Donc il ne faut surtout pas hésiter à vous inscrire. Si vous n'êtes pas encore bénévole au centre de soins, on peut avoir différentes casquettes. Il y a des bénévoles soigneurs qui vont aider sur les soins, il y a des bénévoles rapatrieurs, et puis il y a même du bénévolat d'été quand il y a besoin de surplus de monde pour faire les soins. Donc il ne faut pas hésiter. Bénévole rapatrieur, c'est très simple. On va vous demander de transporter dans un carton un animal d'un point A à un point B.
On ne vous demande pas forcément de compétences particulières. C'est relativement simple à faire. À la fin de l'année, vous comptez le nombre de kilomètres que vous avez fait et on vous fait un reçu fiscal, vous pouvez le déduire de vos impôts. Donc vous voyez, c'est magique. Donc tous ceux qui ont une voiture, qui se déplacent un peu dans le département ou dans la région, ils peuvent tout à fait être bénévoles rapatrieurs. Voilà. Un petit rappel vite fait, je ne vais pas tout lire, mais voilà, sur la médiation, il faut dire aussi que c'est... faut dire aussi que donc il y a eu 4000 appels téléphoniques en 2024. Donc vous voyez, on parlait tout à l'heure de 2000 animaux qui ont été pris en charge, mais il y a eu 4000 appels. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie qui a été gérée par l'équipe médiation, qui en fait a proposé aux gens des solutions sans que l'animal soit déplacé, sans que l'animal ait besoin d'être pris en charge par le centre de soins. Donc c'est important. Il y a une communication qui est faite sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à vous abonner sur le Facebook du centre de soins. Et il y a une newsletter mensuelle qui part pour les bénévoles et les cliniques partenaires. Et il y a des formations qui sont faites pour les bénévoles, pour les cliniques partenaires, justement. Il y a différentes formations qui sont faites tout au long de l'année. Hop, mince, tac, tac. Juste pour rappeler à tout le monde aussi, la maison Beauval Nature, qui est au centre du zooparc de Beauval. Faut pas hésiter, si vous êtes en visite, si vous connaissez des gens qui viennent en visite au zoo, leur dire qu'ils aillent à la maison Beauval Nature. Ils vont pouvoir avoir tout un tas d'informations sur la biodiversité, sur la conservation, sur les missions. Ça, c'était juste pour vous montrer, pour ceux qui ne les auraient pas vus, c'est la campagne publicitaire qu'on a faite sur 2025 pour essayer d'attirer l'attention en fait, des gens autour de la biodiversité et la conservation de la biodiversité. C'est une campagne qui est dans un certain nombre de cinémas de la région centre, sur certains grands centres commerciaux de la région centre et qui a été diffusée au niveau national et dans des centres commerciaux et sur de l'affichage urbain. Voilà, on essaie de changer un peu tous les ans. On essaie de trouver des pistes d'accroche pour que les gens remarquent ces affiches Beauval Nature. Et puis ça, c'est pas une vraie campagne, mais c'était juste pour attirer votre attention, pour vous, pour votre famille, pour les gens autour de vous. On peut aussi faire un leg à l'association Beauval Nature. Donc faut pas hésiter aussi à en parler autour de vous. C'est assez simple et puis ça permet justement d'aider la biodiversité et la conservation de la biodiversité. Donc voilà, c'était juste pour le rappeler, on n'en parle pas souvent, c'est pas forcément un sujet, mais en fait il n'y a pas de raison. Voilà, chacun en fait ce qu'il veut, mais c'était pour rappeler que le leg est aussi une manière d'aider et de protéger la biodiversité. Et nos réseaux sociaux, et si vous n'êtes pas encore parrain et que vous voulez parrainer, vous pouvez scanner le QR code qui est juste là. Et de toute façon, là, on va échanger. Vous allez avoir les présentations de Gabriel et de Gilles. Et après, on sera tous les trois présents de toute façon pour répondre à vos questions. Donc, en l'occurrence, je passais un peu vite. L'idée, c'était pas de faire une rétrospective complète de Beauval Nature 2024. Mais si vous avez des questions sur l'association et sur les missions, je serai là pour y répondre juste après les deux présentations suivantes. Merci beaucoup, Baptiste, pour ce petit résumé. Je pense qu'on peut l'applaudir. Donc voilà pour un résumé, somme toute succinct justement des activités de l'association, avec un focus très intéressant sur les actions du centre de soins. Maintenant, je vous propose qu'on passe à l'un de nos programmes de recherche justement avec Gilles Morer. On peut l'applaudir aussi. Merci. Donc tout d'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux à cette petite conférence. Donc moi, je suis chercheur, je suis salarié Beauval Nature et je suis basé dans un laboratoire du CNRS qui est à Montpellier. Et je connais bien l'éléphant parce que j'ai passé 15 ans en fait au Laos en particulier à travailler sur la conservation de cette espèce-là. Donc l'objectif, c'est de vous parler un peu de l'éléphant, de vous faire un petit portrait de l'animal et de sa situation actuelle, et de vous présenter ensuite les grands axes de recherche sur lesquels je travaille, avec l'idée de montrer plus les passerelles qu'il y a entre la recherche et la conservation, plutôt que des résultats parfois pas très intéressants. Voilà, alors quelques mots sur l'éléphant d'Asie que vous avez à gauche, en photo. Donc il ressemble beaucoup à l'éléphant d'Afrique, à quelques différences près, en particulier sa taille, il est beaucoup plus petit.
En général, il pèse 2 à 3 tonnes, maximum 5, quand l'éléphant d'Afrique peut atteindre 7 tonnes. Mais une particularité, c'est que les femelles, par exemple, n'ont pas de défense, contrairement à l'éléphant d'Afrique, et certains mâles non plus. Mais je dirais que la différence la plus importante entre les deux tient au genre, ou du moins à la classification de l'éléphant dans l'arbre de la vie, puisqu'ils ne sont pas du même genre. L'éléphant d'Afrique fait partie du genre Loxodonta. Il a 2 espèces, l'éléphant de savane et l'éléphant de forêt, alors que l'éléphant d'Asie fait partie du genre Éléphas. Il est la seule espèce de ce genre-là qui existe toujours aujourd'hui, et son plus proche parent, c'est le mammouth laineux. Donc une différence importante aussi avec l'éléphant d'Afrique tient au nombre d'éléphants d'Asie, puisqu'il y en a près de 10 fois moins que d'éléphants d'Afrique. On estime que la population totale, elle est comprise entre 30 et 50 000 individus. Donc c'est une estimation qui est assez sommaire, et je reviendrai plus tard sur cette difficulté à les compter. Donc historiquement, il était réparti depuis... on trouvait des éléphants d'Asie depuis le Pakistan jusqu'au centre de la Chine. C'est la surface que vous voyez en vert clair. Mais aujourd'hui, l'éléphant d'Asie est concentré dans les petites poches oranges. Donc comme on le disait tout à l'heure en introduction, ça c'est lié d'une part au braconnage et à la capture d'éléphants qui existent depuis très longtemps, mais aussi à la destruction ou à la dégradation de son habitat. Donc il vit dans des forêts et pas des savanes. Et cette disparition des forêts s'accompagne depuis quelques décennies par une augmentation vertigineuse des conflits entre les humains et les éléphants. Alors ce qu'on appelle des conflits, c'est principalement des éléphants sauvages qui détruisent les cultures ou qui détruisent quelques infrastructures, des maisons, et parfois tuent des villageois. Et ça arrive également que des éléphants dits à problème soient abattus à la suite de ces conflits-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quasiment 1 milliard d'individus, ou plus, en Inde en particulier, qui partagent le même espace que cette espèce-là. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est une espèce qui est classée en danger par l'UICN. Et une spécificité vraiment de l'éléphant d'Asie, c'est que il y a 15 à 20 000 éléphants dits domestiques. Et c'est-à-dire des éléphants domestiques qui côtoient des éléphants sauvages. Et je vais revenir rapidement sur l'origine de cette relation entre les hommes, les humains et les éléphants. Elle est très ancienne, puisqu'elle date de plus de 5000 ans. Ils ont été utilisés au début comme monture d'apparat pour les rois, comme c'est représenté sur la fresque que vous voyez là. Puis ils ont été utilisés comme animaux de guerre. Donc il y avait des armées qui comptaient jusqu'à 5000 éléphants, en Birmanie par exemple. Avec l'avènement des armes à feu, il a perdu son rôle militaire et il a été reconverti dans le débardage du bois. Donc là, vous voyez des éléphants au travail. Donc les éléphants tirent des grumes de bois qui font 2 à 3 tonnes. En général, ils tirent le bois que le matin et ils sont relâchés ensuite l'après-midi et la nuit dans la forêt. Ce sont des éléphants qui travaillent dans des zones reculées où il n'y a pas d'accès à la route. C'est pour ça qu'on les utilise. Aujourd'hui, il n'y a guère plus que 2 pays qui utilisent toujours des éléphants pour le débardage du bois. C'est le Laos et la Birmanie, et je vais y revenir. Donc l'élevage traditionnel de l'éléphant, il est... je vais prendre le cas du Laos, que je connais bien. C'est un élevage qui est empreint de tradition et de culture. Donc les Laotiens, ils considèrent que l'éléphant, c'est un animal humain, parce qu'il comprend le langage des hommes, mais simplement, il n'est pas capable de parler.
Il fait partie intégrante de la famille de son cornac. Donc il était utilisé traditionnellement pour tirer du bois ou transporter des sacs de riz quelques mois dans l'année. Et ensuite, il était relâché dans la forêt pendant plusieurs mois, où il pouvait se reproduire souvent avec des éléphants sauvages. Et aujourd'hui, la plupart des naissances de femelles domestiques au Laos, près de 80%, je dirais, elle est due à la saillie par des mâles sauvages. Donc vous avez une forte interaction entre ces populations sauvages et ces populations domestiques. Donc le dernier point, c'est que c'est un patrimoine culturel aussi, qui s'est diffusé depuis l'Inde jusqu'en Asie du Sud-Est par le bouddhisme. Et il y a plein de cérémonies. Donc vous voyez ici une cérémonie traditionnelle chamanique qui est pratiquée au Laos, dont l'objectif est de rappeler les âmes. Donc c'est une cérémonie qui est pratiquée et pour les humains et pour les éléphants. Et donc le chaman convoque les âmes et après on les attache avec des petits fils de coton que vous voyez comme sur l'oreille de l'éléphant, comme fait la jeune fille, pour qu'il reste dans le corps de l'éléphant. Donc voilà, c'était une petite introduction un peu longue, contextuelle, pour montrer que cet éléphant d'Asie, il est à la fois un patrimoine naturel, un patrimoine culturel et parfois un patrimoine économique, et qu'il y a des interactions qui sont fortes entre les humains, les éléphants sauvages et les éléphants domestiques. Donc je vais vous présenter maintenant les principaux programmes de recherche, mais avant tout on va voir quelques images qui ont été tournées sur un programme Boval Nature au Myanmar. Nous sommes au Myanmar. Ici, les hommes et les éléphants travaillent ensemble depuis des millénaires. Une entreprise, la MTE, s'occupe de 2000 éléphants domestiques et gère leur carrière de manière unique au monde. Gilles et Baptiste, chercheurs et vétérinaires de Boval Nature, viennent rencontrer Dr Zo, le directeur vétérinaire des éléphants de la MTE. Ils apportent des échographes pour détecter et suivre les gestations et une application pour aider à un meilleur suivi de l'espèce. Et c'est parti pour le Myanmar, direction le camp d'éléphants de la MTE dans la province de Bago. Comme chaque matin, le cornac va chercher l'éléphant qui lui est confié. Celui-ci s'est nourri dans la forêt autour du village pendant la nuit. Aujourd'hui est un jour important. Le docteur Zo est venu superviser la visite médicale hebdomadaire. Gilles et Baptiste y assistent. Cette femelle éléphant est très vieille, elle a 60 ans. Donc elle est à la retraite, non? Oui, déjà retraitée, depuis maintenant 5 ans. Et elle a déjà eu 7 petits. 7 petits? Cet éléphant est en bonne santé. J'écris H comme Elsie sur le carnet. Elle n'est pas maigre, elle est bien. J'écris F comme fer. Les 34 éléphants du camp sont observés l'un après l'autre. La couleur de leur muqueuse, la façon dont ils se déplacent, leur comportement, tout est noté dans le carnet de santé qui suit l'éléphant tout au long de sa vie. Ces carnets ont été conservés depuis un siècle. Il en existe ainsi près de 10 000 qui constituent une source d'information unique pour la recherche. Gilles vient avec un prototype d'application qu'il est en train de développer et qui pourrait, à terme, remplacer les carnets. Donc ici, on tape le nom de l'éléphant. Je peux l'écrire? Oui, merci. C'est important de conserver une copie numérique en fait, qui reprend à peu près tout ce qu'il y a dans le livret, mais qui permet également de prendre des photos, qui permet de localiser avec le GPS du téléphone la position de l'éléphant. Et ces éléphants ici sont élevés en semi-liberté et sont très proches de leurs congénères sauvages. Ils sont de fait un bon cas d'étude qui permet de mieux comprendre en fait la biologie de l'éléphant et qui permet par exemple aux organisations qui font de la conservation, si on a une idée précise par exemple des conditions de la fécondité
de l'espérance de vie. Ça permet de mieux estimer par exemple les populations sauvages. MTE est une entreprise d'État qui exploite le bois. La carrière de ces éléphants est gérée de façon exceptionnelle. Ils ont 4 mois de vacances par an, sont retraités à 55 ans et les femelles ont des congés maternité. 60 vétérinaires contrôlent chaque semaine leur santé. Toutefois, les éléphants de ce camp ne travaillent plus, la forêt alentour ayant besoin de se régénérer pour une production durable. Seuls les conquis, non donnés au grand mâle, peuvent être appelés à repousser les éléphants sauvages quand ceux-ci s'approchent dangereusement des villages et des cultures. Le camp ressemble à un village traditionnel. Les 40 cornacs salariés vivent ici avec leur famille et un instituteur y est même rémunéré par l'entreprise. Baptiste et Gilles partent visiter un autre camp, situé à quelques heures de route. Ici, ils ont installé un endroit pour montrer comment ils gèrent les conflits avec les éléphants sauvages. Le camp s'est ouvert récemment aux touristes, principalement birmans. Son objectif est avant tout pédagogique. En fait, ils peuvent se retrouver face à un éléphant sauvage par accident. Ouais, par accident. Et comme ils font aucun bruit, ils sont très discrets. En dépit de leur taille, et ben, ça peut mener à des accidents et des attaques d'éléphants sur les villageois. Donc ils font passer l'information par la radio. Ces 2 éléphants sont des éléphants domestiques. Donc il y a 4 orphelins sauvages et 2 orphelins domestiques. Pourquoi les éléphantos sauvages sont orphelins? Les mères ont été tuées par des braconniers. Il y a beaucoup de braconnage? Oui, beaucoup de braconnage. Pour la peau? Oui, pour la peau, la viande et beaucoup pour la médecine traditionnelle. Les recherches de Gilles portent plus largement sur les interactions entre les éléphants domestiques, les éléphants sauvages et les hommes. La Birmanie compte 4000 éléphants domestiques et 2000 éléphants sauvages, mais la population sauvage est parfois victime du braconnage. Conserver une population importante d'éléphants domestiques permettrait de garder une diversité génétique et, le cas échéant, de les relâcher ou de renforcer des populations sauvages. Retour au camp avec le docteur Zo. Les vétérinaires de MTE travaillent depuis 10 ans avec un imposant échographe pour contrôler les gestations des femelles éléphants. Ok, il n'y a pas de batterie. Non, pas de batterie. Des fois, c'est plusieurs heures de marche dans la forêt pour arriver au camp. Et donc, on comprend bien qu'avec un gros échographe qui en plus nécessite un générateur, ça devient très compliqué. Et on est donc arrivé là sur cette mission avec 3 échographes portables, réellement portables, sur batterie. Je suis impressionné par le calme de la femelle. Ce qu'on confirme ce qu'on pensait et la raison pour laquelle on a amené des échographes, c'est qu'effectivement, ils ont l'habitude, c'est une routine. Ici, c'est l'utérus. Elle se contracte? Oui. L'image est très belle. Là, nous, on a amené des échographes. Ces échographes vont leur servir dans leur quotidien aux soins. Mais l'idée, petit à petit, c'est de pouvoir les aider à faire du diagnostic. On aura à ce moment-là la possibilité de récupérer des données sur quelles sont les maladies qu'on trouve en milieu tropical, quelles sont les maladies qu'on trouve en Birmanie, quelles sont les maladies qui touchent les éléphants. Et pas des données sur 10, 20 ou 30 éléphants, mais des données sur 2000, 3000 éléphants, donc c'est-à-dire des vraies données utilisables sur qu'est-ce qui est significatif chez l'éléphant, quelles sont les pathologies majeures qu'on retrouve. Ici. En fait, là, on voit un bébé. Elle serait gestante d'un peu plus d'un an. C'est très important. Dès que l'on sait qu'une femelle est gestante, on doit lui apporter des soins spécifiques selon les instructions du gouvernement. On doit la laisser se reposer et ne pas la faire travailler à partir de 12 mois de gestation. Cette femelle éléphant commence son congé maternité qui va durer plusieurs années. Les éléphants du camp retournent dans la forêt pour la nuit. Gilles et Baptiste vont continuer leur collaboration avec Dr Zo et ainsi participer à la conservation des éléphants avec l'espoir qu'un jour, les conditions permettent de les relâcher pour agrandir la population sauvage.
Voilà, donc je vais revenir rapidement en fait sur des éléments qui ont été présentés dans cette vidéo, qui je pense est un bon exemple des liens entre conservation et recherche, en vous donnant quelques cas particuliers. Donc ce que vous avez vu en Birmanie, on fait quelque chose d'assez similaire au Cambodge et au Laos avec le projet d'ambulance éléphant. La différence entre les deux pays, c'est que les compétences dont parlait Baptiste dans le film, on les retrouve beaucoup moins au Cambodge et au Laos que ce qu'on trouve en Birmanie. Du coup, on a organisé, avec un peu la même idée, une ambulance éléphant qui est un véhicule 4x4 avec des vétérinaires laotiens et étrangers qui ont pour objectif d'assurer un suivi de la population. Donc ils utilisent l'application smartphone qu'on a développée spécifiquement, mais aussi ils fournissent des soins et sensibilisent au bien-être de l'éléphant dans des conditions qui sont souvent un peu difficiles. Vous avez par exemple en bas à droite une photo où les vétérinaires ont été obligés d'abandonner leur véhicule 4x4 pour avancer en motoculteur à cause de la mousson et des routes qui sont difficilement praticables. Donc voilà, 2024-2025, ça nous a permis de soigner 177 éléphants, ce qui représente 78 jours de mission sur le terrain pour des missions à la fois de routine ou des missions d'urgence quand on est appelé par des propriétaires. Donc voilà, comme on le disait dans le film, l'objectif, c'est un objectif avant tout de conservation, mais il permet également de récupérer des données qui sont utiles ensuite pour la recherche. Et là, je rebondis sur un axe sur lequel je travaille beaucoup, qui est la démographie de l'éléphant, mieux comprendre la biologie de l'espèce grâce à cette base de données qui a été récupérée en Birmanie avec ses carnets de santé, numérisée par une université finlandaise, l'université de Turku, et ça nous permet de faire plein d'études différentes sur la biologie de l'espèce. Alors simplement, par exemple, aujourd'hui, le sujet sur lequel je travaille, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'une femelle met plus ou moins de temps entre deux reproductions. Vous allez me dire, c'est pas un sujet directement de conservation, mais c'est quelque chose qu'on peut pas observer à l'état naturel. Les éléphants vivent dans la forêt. Et donc on utilise cette population d'éléphants qui vivent en semi-liberté, un peu comme un exemple, un cas d'étude, pour étudier ça. Donc la gestation, c'est 22 mois, c'est 2 ans quasiment chez l'éléphant. Sauf qu'en moyenne, on a 5 ans entre deux reproductions. Ce que vous voyez sur le graphique, là, c'est ces intervalles en vert qui sont compris entre 4 et 6 ans. Sauf que dans plein de cas, l'intervalle est beaucoup plus court. Ce que vous avez en rouge, là, c'est en gros moins de 4 ans. Et parfois, il est très long. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les facteurs qui font que ces intervalles varient. Est-ce que c'est lié à l'âge de la femelle au moment de la reproduction? On sait que quand elles sont jeunes, c'est plutôt court, puis après, ça se rallonge. Est-ce que c'est lié au fait que, ce qui est beaucoup le cas ici, elle ait perdu son éléphanto, ce qui accélère en fait la reproduction. On essaye de savoir s'il y a des stratégies de reproduction, c'est-à-dire des femelles qui commenceraient à se reproduire relativement tôt, vers 16 ans par exemple, pour finir plus tôt, vers 40 et quelques années. C'est ce qu'on appelle la sénescence reproductive, etc. Donc, est-ce que c'est héréditaire? Donc voilà, ça c'est un sujet où, en fait, la recherche, elle va s'appuyer sur des données qui viennent de la conservation et ensuite ça pourra être réutilisé dans la conservation en faisant, par exemple, des modèles démographiques. C'est un projet aussi que je mène au Laos avec une association locale qui s'appelle Anulak. Elle a une question, elle aimerait savoir combien il y a d'éléphants sauvages dans cette réserve-là. Sauf que c'est difficile de savoir combien il y a d'éléphants parce qu'on ne les voit pas, ils vivent dans la forêt. Donc on est obligé de mettre en place un protocole assez compliqué où on a des équipes qui circulent en pirogue ou à pied sur des itinéraires traqués par GPS
Ils font ça plusieurs fois, jusqu'à 7 fois tous les mois, et ils récoltent de la bouse d'éléphant, vu qu'on ne voit pas les éléphants. C'est la petite photo que vous voyez là-haut. Donc on récupère un peu de matière fécale qu'on met dans un tube, et ça on l'a envoyé en Écosse pour extraire l'ADN, parce qu'on retrouve un peu d'ADN de l'hôte, et pour faire une empreinte génétique. Ensuite, cette empreinte, il m'envoie les données, et moi je fais tourner des modèles mathématiques pour estimer la population. Donc il y a ici un cas où une organisation de conservation, elle a besoin d'une information pour son programme que je peux lui apporter. Et parallèlement, il y a aussi un objectif de recherche qui est de revoir les méthodes d'estimation des éléphants, qui sont pas très robustes aujourd'hui, pour ensuite pouvoir les répliquer dans d'autres pays. Donc je parlais d'ADN, c'est aussi un sujet sur lequel je travaille. En particulier, je fais partie d'un consortium qui fait de la recherche sur les marqueurs génétiques en Inde. Donc j'en profite juste pour rappeler que l'Inde, c'est le pays qui a le plus d'éléphants sauvages. Je vous disais qu'il y avait un total de 30 à 50 000, 20 000 éléphants sauvages en Inde, 300 éléphants sauvages au Laos. Vous voyez un peu la différence. Donc voilà, par exemple, on fait des travaux sur la différenciation génétique entre les populations sauvages et domestiques, ce qui nous a permis de montrer que c'était possible d'envisager de réintroduire des éléphants domestiques pour renforcer des populations sauvages parce qu'ils ont exactement le même patrimoine génétique. C'est les petits points que vous voyez sur le graphique. Voilà, un dernier axe de recherche, mais là je ne vais pas trop le développer, c'est les sciences sociales et l'anthropologie. C'est important aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que les communautés humaines, elles sont plus ou moins tolérantes à la présence des éléphants sauvages. Donc j'ai mené plusieurs études, soit au niveau régional, soit à un niveau local, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que les gens étaient plus ou moins tolérants. Et ces informations-là, je ne vous donne pas directement les résultats, mais ce que je voulais, c'était illustrer le fait que ces résultats de recherche, après, ils sont transmis aux organisations de conservation qui peuvent prendre en compte les besoins, les attentes, les freins dans les communautés locales à la conservation de l'espèce, en particulier pour les programmes de conservation. Donc voilà, en résumé, les deux messages que je voulais dire, c'est que l'éléphant d'Asie, c'est un sujet de recherche particulièrement intéressant parce que c'est complexe, c'est des interactions, comme vous l'avez vu, entre les humains, les éléphants sauvages et les éléphants domestiques, et ça nécessite une approche pluridisciplinaire, de génétique, de sciences sociales, de démographie. Mais c'est aussi un sujet où on peut créer des passerelles entre la recherche et la conservation, soit parce que la conservation fournit des données à la recherche, et inversement. C'est vraiment c'est un peu le cercle vertueux que vous avez vu au début, qui s'illustre, je trouve, bien dans le cas de cette espèce-là. Donc voilà, j'étais un peu bavard. Vous aurez peut-être des questions tout à l'heure auxquelles je pourrais répondre, mais je vais passer la parole à Gabriel. Merci beaucoup Gilles pour cette illustration très intéressante. Donc cela illustre parfaitement le cas d'une cohabitation parfois complexe avec une espèce qui peut être problématique lorsqu'elle s'attaque à des cultures, en tout cas pour les espèces sauvages, ou alors tout à fait harmonieuse quand elle est aidée notamment via des associations, des organisations gouvernementales. Donc maintenant on laisse la parole à Gabriel qui va nous parler d'animaux beaucoup moins imposants mais tout aussi intéressants. On peut l'applaudir bien entendu pour commencer. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir pour une si petite bête. C'est 75 000 fois plus petit qu'un éléphant d'Asie. Et donc la cohabitation avec l'humain, vous comprenez que ça va être bien différent. Comment va vivre cette espèce-là parmi les voitures, parmi l'urbanisation grandissante, l'agriculture, etc., etc. Donc ce petit crapaud, le pélobate brun, il est à l'Allier-en-Val, dans le Loiret, à une toute petite heure de chez nous. Donc c'est assez génial parce que cette espèce-là, elle est en voie de disparition et si on ne fait rien pour la préserver, elle va disparaître. Tout à l'heure, je vous en parlerai de son aire de répartition naturelle. Alors, pour le pélobate brun,
je suis animateur d'un plan régional d'action, donc en région Centre-Val de Loire, et je n'agis pas tout seul. Voilà. C'est-à-dire qu'avec moi, j'ai d'autres structures qui travaillent. J'ai tout d'abord la DREAL, qui coordonne les actions. Donc moi, je suis animateur, voilà. Donc la structure Boval Nature est animatrice. Et on a aussi d'autres structures, notamment le Conservatoire des espaces naturels de région Centre, avec Stéphane Hippolyte, que je salue. Il n'est pas dans la salle, il ne peut pas venir, mais voilà, on pense à lui. Également Loiret Nature Environnement. Alors l'association Loiret Nature Environnement, elle travaille sur le suivi de la population. C'est important pour savoir comment elle évolue d'année en année. On a besoin de gens sur le terrain, du printemps jusqu'à la fin de l'été, pour savoir comment se reproduit le pélobat. Voilà. Donc on n'est pas tout seul. Et puis on a aussi des scientifiques qui travaillent avec nous, qui analysent aussi la génétique des populations, mais je ne vous en parlerai pas ce soir. Mais voilà, il y a un lien entre les gens de terrain, les gens qui sont dans les laboratoires. C'est un petit monde, mais en fait, ça fait travailler beaucoup de personnes. Et pour illustrer mes propos, eh bien, une petite séquence vidéo qui vous explique un peu plus de choses sur le pélobat brun. Connaissez-vous le pélobat brun ? Ce petit crapaud peut paraître bien ordinaire. En réalité, c'est un trésor précieux d'une extrême rareté. Autrefois assez commun, il ne subsiste que dans quelques lieux en France, dont ici, dans le Loiret, à Lailly-en-Val, et Boval Nature anime le plan régional d'action, coordonné par la DREAL Centre-Val de Loire, pour essayer de sauvegarder ce petit animal. Tout commence à la fin de l'hiver. Les amphibiens vont bientôt se réveiller et certains auront peut-être à traverser cette route pour rejoindre les mares situées de l'autre côté. Une longue bâche a été installée sur 800 mètres pour éviter une hécatombe certaine. Ils longent la barrière et là ils n'ont pas le choix que de tomber dans le pot. Ils ont passé l'hiver dans le sol, sous la litière forestière pour protéger du gel. Et là, dès qu'on va avoir des températures qui vont augmenter avec de la pluie, ils vont se déplacer pour aller se reproduire dans les mares. Tous les matins, il faut donc venir vérifier les pots pour y récolter les amphibiens afin de les faire traverser. On a mis de la terre dans le fond pour que les crapauds puissent s'enterrer et se protéger. Et de temps en temps, il y en a qu'on retrouve. Donc là, on a un petit crapaud. Voilà, parce que quand on regarde un petit peu au niveau de la peau, si on enlève la terre, on voit apparaître les verrues. Pourtant, ne soyez pas déçus, ce n'est pas un pélobat brun, mais un crapaud calamite. Un peu plus loin, voici une toute jeune grenouille verte qui va faire sa première migration dans le pot de Gabriel. L'objectif de la bâche est d'empêcher la mort de nombreux amphibiens sur la route, mais aussi de localiser précisément leur passage afin de savoir où créer un crapauduc, c'est-à-dire une buse permettant aux animaux de franchir la route en toute sécurité. S'il ne fait pas trop son timide, voilà, il va se mettre à nager. Ce matin, c'est au tour d'Alexandre du Conservatoire d'espaces naturels de faire traverser les amphibiens. Triton crété femelle, crapaud calamite, grenouille verte et crapaud commun rejoignent tour à tour les mares du site. Au total, ça doit concerner 22-23 mares à peu près. Ça représente en fait 3 hectares de zone humide sur les 79 hectares dont on est propriétaire ici. Certaines mares comme celle-ci ont été restaurées. Si tous ces efforts sont faits pour le pélobat brun, c'est donc tout un écosystème qui en bénéficie. Ça, c'est une toute petite mare qu'on a restaurée 2018-2019. Et puis on voit que la végétation a bien reprise. On voit qu'il y a plein de petits radeaux, plein de végétation qui s'est développée. Donc ça va servir de support de pompe, de cachette, et de tout ça pour les amphibiens et puis pour aussi tout l'écosystème de la mare. Pour pouvoir mieux protéger le pélobat brun, il faut tout d'abord arriver à le localiser. Or, l'animal est très discret et difficile à voir, contrairement aux autres amphibiens comme les crapauds communs, plutôt bruyants pendant les accouplements. Le pélobat, lui, ne peut être entendu qu'en posant des hydrophones, son chant d'amour n'étant perceptible que sous l'eau. Kevin de Loiret Nature Environnement prélève aussi de l'ADN environnemental dans les mares proches du site protégé pour contrôler l'expansion du territoire du pélobat brun. Gabriel et Kevin se retrouvent aujourd'hui pour relever des nasses et contrôler les naissances de pélobates de l'année. On est d'accord ? On est d'accord. Ouais. Un certain pélobat du coup. Bon, génial.
En début de saison, donc Kevin a commencé à faire des écoutes nocturnes pour localiser les mâles de Pélobat brun. Donc ça fait partie des mares où il y avait des chanteurs d'entendus. Donc pour confirmer que les mâles se sont bien reproduits sur site, on pose des nasses pour vérifier s'il y a bien eu ponte et ensuite tétard. Donc là on reconnaît facilement que la taille, c'est vraiment le plus gros tétard de France, un amphibien. Il n'y a pas trop de doute à avoir. Là on est vraiment sur un tétard qui fait presque une dizaine de centimètres. Et petit à petit là, on va avoir une queue qui va se réduire et des pattes qui vont vraiment devenir très, très massives à l'arrière et à l'avant. Et d'ici peut-être 2 à 3 semaines à peine, ce tétard va sortir de la mare. Et après, on va avoir un petit crapaud qui fait 3 cm à peu près. Voilà, rester à rester. Chaque mare est un peu un laboratoire à ciel ouvert et le suivi des populations et des cycles du Pélobat brun permet d'en apprendre toujours un peu plus sur lui pour pouvoir mieux le protéger. Dans les nasses, Gabriel et Kevin découvrent de nombreux insectes prédateurs et des têtards d'autres espèces. En fait, si on n'est pas capable de sauver cette espèce-là, on ne sauvera pas les autres. Il faut comprendre qu'en préservant cette espèce qui est la plus rare de France, on va préserver tout un cortège qui est associé à elle. Donc c'est les autres espèces d'amphibiens, c'est les oiseaux, c'est les insectes aquatiques, c'est le milieu finalement qu'on va préserver. Donc il y a un réel enjeu. Et en plus de ça, ça fait partie du patrimoine naturel. Alors il a le droit de préserver en fonction de la présence de l'homme. Donc on essaie aussi de faire en sorte que la cohabitation entre l'homme et l'espèce perdure encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Dès cette année, des passages petite faune vont être installés sous la route et le programme de sauvegarde du Pélobat continue pour que ce discret petit crapaud et toute la biodiversité qui le côtoie puissent continuer à vivre. Eh bien, tout est dit, c'est génial. Donc, on va pouvoir passer au vin d'honneur. J'ai plus grand-chose à rajouter. Bon, merci Mathilde pour le montage de cette vidéo. Eh bien, je vais passer à la suite quand même, parce que j'ai encore d'autres choses à vous raconter. Notamment la découverte de l'espèce. Alors, elle était connue depuis très longtemps au niveau de la Loire. Il n'y a pas de problème. Elle est située sur les endroits où il y a des mares avec du sable autour. Donc en gros le bassin, le lit majeur de la Loire. Et puis dans les années 80, elle a complètement disparu. d'Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, on ne la retrouve plus. Dans le Cher, elle n'a jamais existé. Et dans le Loiret, on ne la retrouve plus non plus. Et en 2010, des agents de l'ONEMA, donc police à l'époque c'était les polices de l'eau, sont venus faire du terrain sur des mares et ils ont redécouvert des gros têtards. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Bon, Pélobat brun. L'année d'après, ils reviennent. Rien. Ils ne trouvent pas l'espèce. Bon. Et puis, il y a un suivi qui se met en place et on s'aperçoit que, mais oui, en fait, l'espèce est bien présente sur plusieurs mares, 5. Et donc, un travail va se faire avec le conservatoire. Acquérir absolument les mares et ce qu'il y a autour des mares pour protéger à la fois le milieu de reproduction du Pélobat et les endroits qu'il utilise en phase terrestre. Et donc, 79 hectares sont acquis. Et puis, Loire et Nature Environnement commence un suivi de la population pour qu'on sache à peu près combien il y a d'individus qui se reproduisent, etc. Et Boval Nature arrive vers 2021, animateur du plan régional d'action. Et là, on commence à travailler sur comment améliorer le Pélobat brun, son milieu, mais autour de ce site. Parce qu'en fait, on a affaire à un endroit qui est complètement isolé. Autour, c'est la Sologne, beaucoup de bois, et c'est pas une espèce forestière, donc elle ira jamais en Sologne. À côté, une route départementale, 5 à 6 000 véhicules jour. Un Pélobat brun, ça met 6 minutes pour traverser une route. Il y a une voiture toutes les 30 secondes. Donc en gros, la route, c'est un mur, mais un mur mortel. Donc on décide de monter un projet de financement pour mettre en place des passages petite faune. Et en 2025, comme les passages faune étaient mis en place, on a commencé un premier programme de renforcement de la population. Et donc je vais vous en parler juste après, si vous voulez bien. Alors j'appuie sur le bon truc. Ça c'est le mâle. Le problème c'est qu'il chante sous l'eau.
Donc si vous n'avez pas la tête sous l'eau, vous ne l'entendez pas. Si vous avez les rainettes vertes qui chantent en surface, vous ne l'entendez pas. Donc c'est une plaie à contacter. C'est pas évident. En plus, il est rare. Donc là, c'est peine perdue. Mais on y arrive. Alors, vous vous rendez compte que c'est une espèce qu'on a en Europe. Il est bien présent sur ce secteur-là. Il se porte très bien. En Italie, il commence à disparaître. Et en France, on le trouve dans le Loiret. Et il y avait une petite population dans l'Indre qu'on connaissait. Mais on a peur qu'elle ait disparu. Donc, bilan des courses. On est la dernière population à l'ouest de l'Europe. Et il n'y a plus rien après. Donc, il y a un enjeu important pour la France, mais aussi pour l'Europe, parce que c'est un patrimoine génétique à préserver comme d'autres. Et donc, on agit. Ça, c'est le site de l'Allier-en-Val. Donc, on est en limite Loiret, enfin, limite Loiret-Cher. Je l'ai cherché dans le Loiret-Cher pendant 5 ans, je ne l'ai jamais trouvé, mais je ne désespère pas. Donc, on est ici, voilà. Et on a la route départementale. Et ici, on a 24, 25 mares en contexte agricole, agriculture biologique, céréalière, tout se passe bien. C'est compatible avec l'espèce qui a besoin de milieux ouverts. Parce que si on ne fait rien par chez nous, c'est la forêt qui s'installe. Donc après, on serait susceptible de voir disparaître l'espèce. Ici, c'est la Sologne avec la forêt, donc il n'ira jamais. Et là, finalement, c'est l'urbanisation. Donc il y a une possibilité pour l'espèce de disperser naturellement, mais ça se fait uniquement par la route, parce que les autres marques sont là. Sauf que la route, si on ne l'aménage pas, c'est fichu. On peut passer à la diapo suivante. Alors, c'est une espèce qui a une catégorie particulière en France, elle est en danger d'extinction. Ça veut dire que dans la liste des amphibiens, c'est la prochaine à disparaître, si on ne fait rien. Les raisons, Simon vous en avait parlé tout à l'heure, c'est la présence d'espèces exotiques envahissantes. Ici, ça pourrait être la grenouille taureau, qui vient manger ou amener une maladie. Les maladies, évidemment, le changement climatique, pas d'eau, pas de mare, il n'y a rien pour poser les pontes, donc pas de reproduction, disparition. L'urbanisation, la pollution, voilà. Et il y a encore d'autres facteurs, mais ça, c'est ceux qui sont embêtants pour le pélopathe. Alors on intervient de différentes manières. On protège l'espèce, on restaure son habitat, on cure les mares, on enlève les saules, et puis maintenant on renforce la population. Donc on a 3 axes sur lesquels on travaille sur l'espèce. Donc en termes de restauration, plusieurs mares ont été restaurées, des mares qui avaient été comblées ont été rénovées. Donc ça ne se fait pas à la pelle, mais plutôt à la pelleteuse. C'est des gros travaux qui ont été faits sur 3 ans, qui ont été étalés avec le Conservatoire des espaces naturels, qui est donc le gestionnaire du site. Il y a des travaux plus légers aussi, des broussailllages, bûcheronnage. Voilà, c'est illustré. Là, vous retrouvez les mares en premier plan et l'Allier-en-Val en second plan, et derrière, la Loire. Il y a du pâturage qui est mis en place aussi pour gérer les milieux herbacés. Et puis, on fait des fois appel à des jeunes de la maison familiale rurale de Chingy. Ils viennent faire des travaux de débroussaillage. Et nous, en contrepartie, on travaille avec eux, on les sensibilise. On vient de les former aussi chez eux pour leur parler d'espèces en voie de disparition. Alors la protection, ça passe aussi par les aménagements. 10 minutes. Ça passe par les aménagements. Donc si on veut faire des gros travaux, ça coûte cher. Donc là, on a mis en place en fin 2024, début 2025, des passages petite faune. Ça a coûté 380 000 €. Il faut imaginer qu'on a aménagé 1 km de route et on a fait 4 passages petite faune. Et pour vous prouver que ce dispositif fonctionne, on a mis des caméras à l'intérieur pour voir les espèces passer. Comme ça, au moins, on vous fait voir après que ça fonctionne et qu'on n'a pas utilisé cet argent inutilement. C'est de l'argent qui est dédié pour l'environnement.
On n'a pas empêché un hôpital d'être créé ou un collège. C'était vraiment... Non mais il faut le dire, voilà. C'est de l'argent dédié pour l'environnement, donc il a été dépensé. Donc là, c'est la partie, on va dire, coulage de murs. Donc c'est des entreprises qui, d'habitude, font des murs au milieu des autoroutes ou sur les voies rapides. Et là, on leur a demandé de travailler un peu différemment et de faire des murs le long de la route. Donc ça, ils savaient faire dans la théorie, mais arrivés sur place, ils se rendent compte que la machine, il faut la changer un peu, il faut modifier. Mais ça se fait. Et ça va vite. En 1 mois et demi, les travaux étaient terminés. Et donc maintenant, on a des passages qui sont fonctionnels. Donc c'est tout bête. Les espèces veulent traverser soit comme ça, soit dans l'autre sens. Et donc ils tapent le mur, ils le longent, et après ils rentrent dans les passages faunes. Les premières images, je crois que vous êtes les premiers à le voir. Donc ici, c'est un lézard vert qui vient de traverser. Ce qu'on n'entend pas, c'est qu'on entend la voiture qui passe juste avant qu'il sorte du passage faune. Donc on est certain que s'il n'y avait pas eu le passage, c'était fini pour lui. Là, vous allez voir une grenouille agile, de nuit, qui va sauter. Et puis on a mis des caméras en mode photo. Et donc là, il faut me croire sur parole. Et ici, c'est un triton crété. Donc c'est une espèce protégée, mais aussi d'intérêt européen. Donc ce que je vous dis, c'est qu'on travaille sur le pélopate, mais ça emmène tout plein d'espèces avec. Et c'est ça qui est génial. Alors, pour protéger, je me dépêche. Ouais, ils n'ont pas mis le panneau, mais je le sais, je vois Sandy qui commence à trépigner. La protection, elle passe maintenant au niveau de l'espèce en elle-même. Vous voyez, là, on met en place des protections autour de chacune des pontes qu'on trouve dans les mares. Protéger les pontes, ça permet un rendement plus important, plus de têtards, donc plus de pélobates. On protège aussi la végétation aquatique, parce que si vous avez beaucoup de ragondins, ça arrive, ça mange la végétation. Donc en créant des exclos, la végétation pousse mieux, et donc ça fait des supports de ponte et de nourriture pour les amphibiens. Et là, c'est le tout nouveau projet. Il a commencé en mars 2025. Et donc, l'idée, c'est comme c'est une espèce, le pélobate, qui a tendance à disperser lentement, il a tendance à garder ses mêmes habitudes. S'il se plaît bien sur une mare, il va y rester toute sa vie. Partir, revenir se reproduire au printemps prochain, etc. Revenir. Ça veut dire que vous lui créez une nouvelle mare à 400-500 mètres, il va peut-être la bouder pendant 10 ans, ne pas y aller. C'est dommage. La mare est bien, elle est accueillante, d'autres espèces en profitent, sauf lui. Donc on va l'aider, on va disperser l'espèce. Ça s'appelle une dispersion assistée. On va prendre un tiers de chaque ponte qu'on va trouver et on va faire que cette ponte puisse éclore dans des cages qu'on aura mis dans les nouvelles mares. Voilà, on prend 30%. C'est tout simple. Et donc après, vous avez des petits têtards qui font à peine 1 cm. Au départ, ils mangent juste le biofilm qu'il y a sur la végétation aquatique, puis après on les nourrit. Oui, là, l'idée, c'est de les faire sortir de la cage quand ils feront 5-6 cm, quand il n'y aura plus trop de prédateurs naturels pour les manger. Donc plus de chances pour qu'ils fassent de futurs adultes. Donc normalement, d'ici 2-3 ans, on aura, non pas des têtards, mais donc des jeunes adultes qui reviendront se reproduire. Donc là, c'est les premiers têtards issus de cette phase de dispersion assistée que vous pouvez voir. Et donc on leur nourrit de plantes locales, de carottes aussi cuites, laitues et endives. On les mesure, quand ils font 5-6 cm, on les libère. Donc cette année, on a 2 nouvelles mares qui ont pu justement accueillir le pélobate brun, dont notamment la grande mare qui est le long de la route. Maintenant, on peut amener l'espèce ici parce qu'on sait que la route est aménagée. Et les résultats montrent qu'on a un taux de survie de 20%. Alors, ça veut dire, sur 100 œufs,
On a 20 gros têtards qui sont sortis de nos cages. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Dans la nature, c'est généralement 10%. Et on a constaté sur cette Anne-Mar qu'on était à même pas 3%. Donc finalement, on est sur quelque chose qui est 2 fois mieux que la nature et qu'on va essayer d'améliorer l'année prochaine et les années suivantes. C'est un programme qui devrait continuer jusqu'en 2030. Et c'est pas un programme trop coûteux, parce qu'en fait, on a fait des cages avec du bois, des moustiquaires. Et ensuite, vous voyez, les laitues, carottes, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, système à moindre coût, mais terriblement efficace. Et donc la suite, eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est continuer à disperser jusqu'en 2030 pour vraiment installer une population viable sur ces nouvelles mares. Puis si ça marche, on ira peut-être trouver d'autres mares, mais on n'en est pas là. On veut confirmer que ça fonctionne. Si ça fonctionne, d'autres pourront faire la même chose que nous, notamment à l'Est, en Alsace-Lorraine. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a encore quelques pélobates bruns. Mais on a la plus belle population. Voilà. Évolution de la population, oui, on veut savoir si finalement la population se porte bien sur les nouvelles mares, c'est normal. Si l'espèce se reproduit bien. À partir de l'année prochaine, on va former des nouveaux partenaires à la détection de la recherche de pélobates bruns. L'idée, c'est que d'autres personnes fassent la recherche. Dans l'Indre, notamment, c'est là où on pense qu'il est encore présent, notamment en Brenne. Il y a un gros travail de recherche. Donc Indre Nature, le parc naturel régional, tout le monde va essayer de chercher l'espèce. Et puis l'idée, c'est de découvrir de nouveaux territoires pour le protéger un peu mieux. Dernière vidéo, ah oui, allez-y, profitez. Voici ce qui est arrivé sur la route départementale 19 de l'Ailly-en-Val, une route mortelle pour les grenouilles et autres petits animaux. Calculez vous-même, sachant qu'un crapaud peut mettre 6 minutes à traverser une route et que 4000 voitures passent chaque jour sur cet axe. Quelles sont ses chances de se faire écraser? Vous l'avez? 80%. Alors, comment éviter cette hécatombe? Surtout au milieu d'une zone humide peuplée par un crapaud quasiment disparu en France, faisant partie d'un plan national d'action, le pélobate brun, aujourd'hui sauvegardé à l'Ailly-en-Val grâce aux actions du Conservatoire d'espaces naturels. Première étape, placez une barrière le long de la route pour stopper les animaux qui souhaitent traverser. Déplacez-les de l'autre côté à la main. Une méthode un peu fastidieuse. Mais finalement, ça nous a bien servi parce qu'on a pu vérifier, géolocaliser les passages préférentiels des amphibiens. Et donc derrière, ça nous a permis de placer au bon endroit les passages faune sous la route. Deuxième étape, trouver des partenaires pour créer des crapauducs, des installations sous la route permettant aux petites bêtes de traverser en toute sécurité. Ça représente des sommes colossales, mais on se dit que si on n'amorce pas cette protection, qui d'autre le fera? Il a été observé sur ce secteur une colonie de crapauds pélobates bruns, espèce en voie d'extinction. Dans l'ADN du départemental, c'est aussi de protéger les espèces, de mettre les moyens qu'il faut pour les protéger. Le pélobate comme espèce emblème, mais d'autres espèces pourront en profiter. Et si le pélobate et ces autres espèces vont bien, c'est tout un cortège d'insectes ou autres qui arrivent à vivre correctement. On a un bénéfice global qui est documenté, qui montre que quand un écosystème fonctionne correctement, eh bien, on s'y retrouve. Bonne nouvelle, depuis le 20 décembre 2024, 4 tunnels installés sur 800 mètres de route permettent désormais à nos mini-VIP de passer. Des passages souterrains ultra sécurisés qui profiteront aux pélobates, aux reptiles, aux mulots ou encore aux hérissons, déjà observés grâce à des caméras pièges. Je ne les ai pas cités, mais sans nos financeurs, on ne s'en sortirait pas. Donc merci à France Nation Verte, merci au Conseil départemental du Loiret, à l'Adrial, et puis à vous, parce qu'il y a une petite part d'autofinancement de Boval Nature dans ce projet-là. Donc si vous nous aidez, ça aide aussi localement à protéger le pélobate. Eh bien, c'est terminé pour moi. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Gabriel pour cet exposé particulièrement édifiant. Donc je vous invite messieurs à vous installer. Donc ça va être le moment de la séance des questions. Si quelqu'un est toutefois intéressé, je peux lui passer mon micro. Et après on passera évidemment le micro de personnes intéressées à personnes intéressées. Alors attends, juste avant les questions, moi j'ai 2 trucs à rajouter que j'ai oublié tout à l'heure, qui sont très importants.
D'une part, je vous ai présenté les grands projets, les grands programmes de Beauval Nature. Et je vous ai dit que Elephantasia, biodiversité locale, allait être présenté. Que le centre de soins, on avait pas mal parlé l'année dernière et que j'ai fait. J'ai mis Help de côté parce que restez à l'écoute, mais il y aura bientôt, dans quelques semaines, une conférence justement avec Help qui sera au centre de cette conférence. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé exprès ce soir. C'est pour que vous reveniez dans quelques semaines pour voir la conférence sur Help. Et la deuxième chose qui était importante aussi, c'est si j'ai montré justement entre autres, pas que pour ça, mais entre autres en fait l'ensemble des salariés de Beauval Nature. C'était aussi parce qu'il y a un changement cette année, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié de dire à un moment donné. Et je vais demander à Anaëlle de se lever. Voilà, et on a Océane qui a servi pendant des années au centre de soins, qui a participé à la création du centre de soins, qui a lancé ce centre de soins, mais qui est parti pour d'autres aventures, ce que je comprends très bien sur les côtes bretonnes, dans le nord de la Bretagne. Et donc on a Anaëlle Cross qui est là avec nous ce soir, qui est venue la remplacer, et qui est donc la nouvelle responsable du centre de soins. Donc voilà, c'était aussi important parce qu'un certain nombre d'entre vous suivent le centre de soins et je trouvais que c'était important de montrer ce nouveau visage. Et on peut passer aux questions, pardon. Alors, qui a une question à poser ? À mon avis, vous avez déjà tout raconté, ils ont tout compris. Ah. Alors, vous créez des mares, c'est très bien. Mais pourquoi on veut supprimer dans la Brenne 2000 étangs 2000 étangs. Alors, c'est pour moi, mais en effet, je ne connais pas forcément la problématique brennoise. Alors, il y a depuis une politique de loi sur l'eau qui fait qu'on essaie de retirer des étangs qui ont été créés sur les cours d'eau. On faisait des barrages, et puis ça remplissait la vallée, et d'un cours d'eau, ça devenait un étang. Donc, quand c'est possible, on fait un contournement du cours d'eau, on le fait contourner l'étang, on alimente toujours l'étang, mais on ne le supprime pas. Et dans certains cas, en Sologne, je ne sais pas si ça se fait, en Brenne non plus, mais si vous dites que ça va disparaître, c'est peut-être le cas, quand c'est pas possible de faire un contournement, mais normalement, c'est ce qui est préconisé. Après, encore une fois, je ne connais pas l'enjeu au niveau de l'Indre par rapport à ça, mais à ma connaissance, c'est une problématique vis-à-vis des cours d'eau. C'est qu'en fait, il y a eu trop d'étangs créés sur des cours d'eau. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi ils y vont à fond pour les faire disparaître. Navré. Ce serait donc une question de gestion des ressources en eau, des flux d'eau. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui. Bonsoir à vous et merci pour vos présentations à chacun. J'ai une question pour le monsieur qui a présenté la partie sur les éléphants d'Asie, notamment sur votre recherche par rapport aux périodes de gestation et de reproduction des éléphants. J'aurais aimé savoir combien de paramètres vous avez recensés qui touchaient justement votre sujet de recherche et comment vous articulez l'impact sur votre sujet de recherche. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez un plan d'expérience et quel impact en fait a été le plus gros sur votre sujet de recherche? Merci. D'accord. Vous prenez des risques avec une question comme ça parce que on va rater le pot. Non, je dirais qu'en fait, déjà, c'est un exemple que je vous ai donné, l'histoire des délais entre naissances, mais il y en a plein d'autres sur lesquels on travaille. Et les facteurs, ils sont souvent les mêmes, mais il y a par exemple des effets environnementaux. Ou alors, il y a des périodes, des décennies, je dois dire, où la reproduction a chuté, comme exemple. Simplement, en fait, on travaille sur des données
quasi en milieu naturel. Donc c'est pas expérimental, on ne contrôle pas les facteurs. Et c'est pour ça que c'est très, très compliqué à arriver à faire la différence entre plein de facteurs qui influencent ça. Donc je parlais pour le cas des intervalles entre naissances, de l'âge de la mère, de la perte du petit, de la décennie, du rang aussi, si c'est votre premier, votre deuxième, votre troisième. Mais pour ça, on a cette base de données extraordinaire. Je pense que c'est la seule qui existe en milieu semi-naturel pour des espèces longévives, donc qui vivent longtemps. C'est des données qui datent depuis le début du XXe siècle. Et donc, c'est parce qu'on a énormément de données comme ça qu'on arrive à comparer et arriver à définir ces fameux facteurs. Donc, simplement, je dois dire qu'il y a plein d'étudiants aussi qui travaillent sur ces questions-là. Et malheureusement, eux, ils restent devant leur ordinateur, ils n'ont pas le droit d'aller se balader là-bas. Mais c'est important aussi, ça fait partie du travail de chercheur d'ailleurs, de faire aussi de la formation. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'années, il y a énormément de travaux qui ont été faits. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je vais me calmer. Ça donne un petit aperçu en tout cas de l'organisation. Question suivante, oui. Bonsoir. Je voulais vous demander un grand sujet qui concerne un petit peu tous les secteurs d'activité et je suis sûr également le zooparc de Beauval. L'intelligence artificielle. Par exemple, un parc comme le San Diego Zoo utilise l'intelligence artificielle dans le cadre de ses missions de conservation, notamment par exemple pour le soin des animaux ou alors pour des missions de surveillance, ou alors un autre thème qui est complètement différent, par exemple pour l'optimisation du parcours client, parcours visiteur, pardon. Est-ce que l'intelligence artificielle est un projet pour le zooparc de Beauval et quelque chose qui pourrait aider Beauval Nature dans sa mission de conservation? Alors, en ce qui concerne le zooparc de Beauval, je ne sais pas s'il y a des projets d'utiliser l'intelligence artificielle pour suivre les visiteurs ou des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Beauval Nature travaille depuis un certain temps maintenant avec l'intelligence artificielle sur plein de niveaux différents. On a des projets de recherche autour de l'éléphant, en fait, et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour estimer la taille et l'âge d'un éléphant juste sur la base d'une photo. On a des projets de recherche avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour reconnaître en fait les comportements et entre autres les expressions faciales de macaques et de manière à pouvoir décrire. Alors ça c'est plutôt éducatif, c'est-à-dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle à ce niveau-là, c'est pour pouvoir décrire en fait qu'est-ce que ça veut dire. Souvent, vous savez, c'est un peu... Alors en plus, les macaques, c'est assez facile. C'est le truc très caractéristique où on pense qu'ils sourient, les gens pensent qu'ils sourient, alors qu'en fait, c'est peut-être de l'intimidation ou c'est du relationnel de dominance avec l'autre. Donc là, en fait, on utilise l'intelligence artificielle pour analyser en temps réel des images vidéo de macaques et de manière à décrire aux visiteurs dans un but d'éducation ce qui se passe. On a des thésards, je vous ai présenté tout à l'heure les différents chercheurs. Valentine, par exemple, elle a travaillé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser des images vidéo sous-marines. Comme disait Gilles à l'instant, toutes les études et les calculs, enfin pas tout, mais une partie de ce qu'il fait sur les naissances des éléphants, c'est des petits stagiaires, des étudiants qui vont travailler sur un morceau et sur un autre et sur un morceau et sur un autre ou des grands étudiants et qui sont derrière leur ordinateur toute la journée. Et avant et encore maintenant d'ailleurs, tout ce qui est caméra trappe, tout à l'heure Gabriel vous montrait des images de caméra trappe, images vidéo, mais en fait c'est des étudiants qui se regardent des films et puis qui font « Ah, stop, là il y a un truc » et ils notent, et ils regardent et puis « Ah, stop, là il y a un truc » et ils notent, etc., etc., etc. Il y en a encore, mais on a la chance que l'intelligence artificielle est en train de remplacer ça. Et donc Valentine par exemple, elle travaille sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser des images sous-marines. Et l'intelligence artificielle va permettre de repérer tous les poissons déjà, de se dire, OK, sur une image, en fait, j'ai un poisson là, 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 un poisson là. Mais surtout, en fait, d'identifier les espèces. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entraînement, vous lui mettez 5 minutes de film
Et à la fin des 5 minutes de film, elle vous dit j'ai tant de poissons de telle espèce, j'ai tant de poissons de telle espèce, j'ai tant de poissons de telle espèce. Donc ça va être aussi une des autres utilisations en fait, de l'intelligence artificielle qu'on va faire et qui est sur des programmes de Boval Nature. C'est très large en fait, et il y a plein d'aspects. On collabore aussi via Help Congo avec un projet de recherche de Sabrina Krief qui est au Muséum d'histoire naturelle, où là c'est sur de la reconnaissance de chimpanzés, c'est-à-dire de pouvoir, parce que là moi je vous ai dit on reconnaît une espèce, ça c'est pas trop compliqué encore, c'est-à-dire d'avoir une vidéo et de dire bah, là j'ai vu un chimpanzé, là j'ai vu un chimpanzé, là j'ai vu un chimpanzé. Ce qui est plus compliqué, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les éléphants, sur la taille et la reconnaissance, et c'est ce qui est fait là sur les chimpanzés, c'est sur une vidéo de pouvoir dire bah, là j'ai vu plein de chimpanzés, mais en l'occurrence j'ai vu le chimpanzé A, et j'ai vu le chimpanzé B, j'ai vu le chimpanzé C. Et nous on travaille aussi sur le zoo ici là-dessus, sur en fait les éléphants et le suivi des éléphants, et de manière à avoir des images qui sont capables de nous dire combien de temps potentiellement ils ont dormi, combien de temps ils sont déplacés, pour surveiller un peu le temps de vie. Donc tout ça, c'est des projets déjà Boval Nature en fait, certains en lien avec le zoo parce que ça va être fait sur les animaux du zoo, mais quelques-uns, beaucoup qui sont faits à l'extérieur en milieu naturel. Et puis des exemples d'utilisation d'intelligence artificielle, il y en a encore plus, et il va y en avoir encore de plus en plus dans les années à venir. C'est donc déjà visiblement utilisé dans les programmes de conservation, de recherche, et un petit peu à Boval. Après, pour le suivi client, je ne saurais pas vous dire. Une question suivante ? Bon, moi, j'aurais deux questions. D'abord, bonsoir. Concernant les mares, ce sont des mares privées ou c'est un parc qui est réservé pour la reproduction des petits crapauds là? Dans le cas qu'elles soient privées, est-ce que les propriétaires donnent leur autorisation? Comment ça se passe? Alors, merci déjà pour cette question. La réponse est oui, puis non. C'est-à-dire qu'avant, c'était privé. C'était un propriétaire qui avait restauré ses mares il y a 10 ans avec des fonds européens. Et c'était pour le triton crété. Voilà. Donc il avait déjà les mares, c'était sur une zone privée. Et puis quand l'espèce pélobate brun a été découverte, le propriétaire a souhaité vendre, parce qu'en plus il est arrivé à un certain âge. Donc maintenant c'est au Conservatoire des espaces naturels. Donc c'est une structure maintenant, une association en fait qui possède et qui gère ce site-là. Et donc pour y aller, il y a un chemin communal. Donc vous pouvez longer et à un moment traverser cette zone. Après par contre vous n'avez pas le droit de rentrer et d'aller dans les mares. Mais c'est un site public, c'est pas clôturé, c'est pas une réserve. Voilà. Bon, la deuxième, ça concerne les éléphants. Vous classez les éléphants domestiques d'un côté, les éléphants sauvages de l'autre. Comment êtes-vous certain que c'est un éléphant sauvage? Est-ce que c'est pas antérieurement un accouplement domestique sauvage? Ou l'environnement, forcément. Merci. Oui, effectivement. Je vais vous faire la réponse d'un Laotien, parce que je connais bien les Laotiens. Eux, ils considèrent que l'état sauvage et l'état domestique est transitoire. En fait, c'est lié aux esprits. Et donc, ils racontent que, à l'origine, les éléphants étaient domestiques. Ils étaient avec l'homme et ils se sont enfuis à l'état sauvage. Donc c'est l'histoire. Dans les faits, aujourd'hui, il y a toujours, ça arrive assez régulièrement, de moins en moins, mais il y a toujours des éléphants domestiques qui s'échappent, en particulier des femelles, et qui rejoignent des hardes sauvages. Donc effectivement, dans le fond, il y a difficilement des moyens pour savoir s'il est sauvage ou domestique, d'autant plus qu'ils vivent dans le même habitat, ils se nourrissent ensemble, ils se reproduisent ensemble, et ils ont exactement le même patrimoine génétique. Alors comment font les cornacs? Eh ben, ils les connaissent, ils les reconnaissent et ils les appellent. Donc c'est un exemple où justement, c'est pour ça qu'en fait, il y a le même patrimoine génétique, parce qu'il y a toujours eu des échanges dans un sens ou dans l'autre entre les populations. Alors j'ai une dernière réponse, désolé, mais si vous demandez au Laotien comment vous reconnaissez un sauvage d'un domestique, il va vous dire le sauvage, quand on s'approche,
soit ils s'enfuient, soit ils nous chargent. Merci pour cette réponse. Oui, vous pouvez applaudir, il n'y a pas de mal. Alors, comme on entame sur l'horaire du verre de l'amitié, je vous propose une dernière question, si éventuellement il y en a une. J'ai l'impression que c'est le verre de l'amitié qui motive tout le monde. Donc, pour conclure, je pense qu'on peut remercier donc nos 3 intervenants de ce soir. Merci beaucoup de nous avoir exposé la situation. Puisque ce soir, on parlait essentiellement de cohabitation, vous l'avez remarqué, on a parlé du cas d'une espèce qui peut être problématique, qui peut endommager des infrastructures, des cultures, s'attaquer aux humains. Et dans l'autre cas, d'une espèce qui, en général, ne fait pas de mal justement aux humains, mais dont la cohabitation est tout de même problématique, mais à cause de la nature même des activités humaines à proximité. Donc j'aimerais, pour finir, citer Marc Ancrenaz, qui a déjà mentionné Baptiste tout à l'heure, quelqu'un qui travaille donc depuis longtemps avec l'association Boval Nature, et qui comparait donc l'environnement comme un grand mécanisme, un peu comme un avion, et toute espèce qui vit dans cet environnement est finalement une pièce mécanique. Si on retire une vis d'un avion, a priori il vole toujours. Si on retire la moitié des vis, l'avion fait déjà une drôle de tête. Et si on retire un élément essentiel ou trop d'éléments mineurs, finalement l'avion ne peut plus voler. Et figurez-vous qu'on est justement dans cet avion. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir assisté à cette conférence. Si vous reste des questions personnelles, bien entendu, n'hésitez pas à venir les poser. Enfin, personnelles. Les questions que vous voulez poser personnellement à nos intervenants, pas de souci. Et sinon, le verre de l'amitié vous est ouvert. Merci à tous. Et juste, pardon. Dire qu'à côté du verre de l'amitié, il y a un stand Boval Nature où vous pouvez acheter des magazines et des petites choses. Et c'est vous remercier encore une fois d'être venus si nombreux ce soir. On est vraiment contents. L'année dernière, c'était la première fois qu'on faisait ce type de conférence. D'habitude, c'est toujours, on invite des gens qui viennent d'ailleurs, du Brésil, de Malaisie, enfin bon, etc. Et là, on avait vraiment envie de faire quelque chose qui soit plus en interne. Ça veut dire que le reste n'est pas Boval Nature, mais là, c'est plus en interne. Et on est content de voir que vous êtes aussi nombreux pour cette 2e édition. Et donc, ça permet de savoir qu'on fera déjà une 3e édition en septembre l'année prochaine.